Cet article d'Alastair Crooke, encore lui, euh, et oui, on ne le lâche pas, euh, a été répercuté en fait encore de nombreuses fois depuis qu'on a publié le 7 juin, et là on est le 13 juin, et on continue à le voir apparaître sur différents sites alt media. Est un article extrêmement important qui est, en tout cas pour nous, et dans cette série qui s'appelle La mutation de la civilisation et qui aurait pu aussi coller à la série La guerre des paradigmes, parce que notamment la différence entre la guerre des paradigmes et la mutation de la civilisation, c'est que ici il ne s'agit plus d'opposer des systèmes, il s'agit de voir comment on va passer d'un système à l'autre. Et, euh, et effectivement, ici, Alastair Crooke, comme d'autres auteurs, et comme je l'avais dit avant, a de la suite dans les idées, d'un article à l'autre, il y a une continuité. Et déjà, on l'avait vu précédemment avec celui-là, l'Europe dans un hiatus estival endormi. Tout comme en 1914, c'est-à-dire qu'il est en train d'expliquer à ce moment-là que on est au même niveau où on se dit mais non, il va rien se passer. alors qu'en fait, alors qu'en fait, le monde ne fonctionne plus de cette façon aujourd'hui. On peut aussi voir un petit coup. Là, il y a encore un nouvel article dans la to-do list qui est apparu entre temps, qu'on va pas hésiter à aller visiter. Donc il y avait celui-là. Avant, il y avait Inquiétude, un formulaire Davos en anglais. Une auto en géométrie variable, la guerre et l'escalade. Ok. On voit sa tête. Voilà, c'est lui. C'était quelqu'un donc de très sérieux. On voit ça à sa tête. Euh, qui va nous parler ici d'un sujet vraiment très important pour nous, et évidemment le système, et donc la mutation d'un système vers un autre, en tout cas ce qui fait la fin d'un système, ce qui fait la naissance d'un nouveau, c'est principalement la critique du système, et donc cette critique est d'autant plus facile à formuler quand on a des choses probantes qui peuvent servir de démonstration à ce qui au départ ne sont que des théories et des hypothèses. Évidemment, les hypothèses sont souvent très logiques et très sensées. Évidemment, quand on y pense et quand on y réfléchit, on ne peut voir que l'inconvénient qu'il y a au système néolibéral, parce que c'est de lui dont on parle. Mais quand on est face aux faits, à ce moment-là, ces théories n'ont plus beaucoup de chances d'être euh, cachées. Elles apparaissent au grand public, elles apparaissent au grand jour. Alors la phrase d'introduction, c'est alors déjà voilà, je commence. La phrase d'introduction, c'est que la fixation sur l'Ukraine n'est essentiellement qu'un vernis collé sur les réalités d'un ordre mondial en décomposition. Et donc il enchaîne sur la suite de son précédent article sur la Première Guerre mondiale. Et comme nous l'avons constaté, ce moment de mutation de civilisation est aussi le moment où viennent se croiser et s'entrechoquer le passé, le présent et le futur dans un même continuum d'événements où on essaye de savoir d'où on vient, où on va. On a vu aussi, même dans un précédent article, le sien, celui de Lester Crook, que le problème était aussi de la bonne connaissance de la vraie histoire. Ça, c'était important pour savoir où on en était réellement, c'est-à-dire que la situation présente fait appel en référence à l'histoire, mais aussi à l'histoire réelle. Et donc on peut réévaluer l'histoire passée au, à la lumière des événements présents, ça c'est extrêmement important. Et évidemment, la question principale de tout ça, c'est l'avenir que nous réserve cette suite d'événements et cette suite de situations qu'on est contraint de vivre et vers quel chemin va se diriger le destin de l'humanité en fait, et vers quel chemin on voudrait qu'il se dirige et vers quel chemin on voudrait pas qu'il se dirige. Voilà, voilà vraiment essentiellement ce qu'il y a dans cet article, et c'est pour ça que c'est un article vraiment très important. Et on va devoir y consacrer un petit moment. Dans son paragraphe d'introduction, il résume vraiment. On sent qu'il a été écrit après avoir écrit la suite, parce que ça résume bien, ou alors c'est vraiment que c'est un auteur très fameux.
c'est possible aussi, très structuré. Là, je vais peut-être pas le lire en entier, mais l'idée c'est que il appelle le système actuel, tel qu'il est devenu 100 ans après la Première Guerre mondiale, qui a marqué la fin d'un ordre mercantile qui avait évolué sous l'égide des puissances européennes. Aujourd'hui, c'est devenu un cosmopolitisme néolibéral. Donc, c'est un terme qui renferme vraiment beaucoup, beaucoup de choses, et on va le laisser là où il est avec ce que ça veut dire, pour dire en gros, oh, finalement, toutes les cultures se valent dans l'ordre néolibéral. En gros, on va dire ça comme ça, hein, on peut le dire. Et donc considéré par ces architectes comme universel et éternel. La mondialisation a fasciné le monde pendant un long moment. Et donc, avant de s'effondrer, précisément au moment où l'Occident donnait libre cours à son triomphalisme lors de la chute du mur de Berlin. C'est-à-dire que c'était l'apogée de son évolution et son moment de gloire. Et à partir de là, évidemment, elle a voulu s'étendre vers l'Est, ce qui s'appelle les vagues qui s'écrasent contre la falaise de la réalité. Donc précisément au moment où l'Occident donnait libre cours à son triomphalisme lors de la chute du mur de Berlin, l'OTAN, en tant que système de régulation de l'ordre, a répondu à la crise d'identité qui l'accompagnait en poussant vers l'Est, vers les frontières occidentales de la Russie, au mépris des garanties qu'elle avait données et des objections virulentes de Moscou. Et notamment le terme de crise d'identité est celui qui avait été relevé par Dugin pour identifier le manque de mesure et de compréhension de ce vers quoi on veut aller. Et bien là, ici, ça s'applique à d'où on vient. C'est-à-dire à la définition stricte de ce que ça veut dire que ce fameux cosmopolitisme néolibéral, mondialisé, et c'est quoi son sens, c'est quoi sa vertu, comment est-ce qu'on peut le sentir en nous, comment est-ce qu'on peut le justifier, comment on peut le soutenir si on a une discussion, comment est-ce qu'on peut justifier nos actions en tenant compte de ce qu'on fait en réalité. Ça, on voit qu'il n'y a pas de substance, il n'y a pas vraiment de consistance. Et c'est ce manque de consistance qui fait que le système néolibéral tel qu'il existe s'effondre, étant donné les situations qu'il rencontre, qui ne sont pas du tout dans sa capacité, ou en tout cas dans son champ d'action. Donc ce qui se passe aujourd'hui sort du champ d'action du libéralisme. Et là, donc, alors ce qu'il appelle cette aliénation radicale de la Russie a déclenché son pivot vers la Chine, évidemment. Il appelle ça aliénation, je ne sais pas si le terme est parfaitement correct, mais on comprend l'idée. Et l'Europe a refusé d'examiner les questions d'équilibre au sein des structures mondiales et se sont donc contentés de passer sous silence les réalités d'un ordre mondial en pleine métamorphose, alors qu'ils pouvaient déjà constater leur propre déséquilibre inhérent dans le contexte d'une structure économique hyper financiarisée, et l'économie réelle y était aspirée mortellement. Et donc de ce fait, il examine la situation en Ukraine comme ce qu'il appelle un symptôme d'une inadéquation entre des peuples qui cherchent des solutions objectives et l'insistance lourde et pesante d'un Occident sur son ordre moral à taille unique. En tout cas, formaté, formalisé, etc. C'est intéressant parce que c'est vraiment souvent ce qui se passe en psychologie aussi, hein. Quand on sait comment les choses doivent être faites, qu'on est en pleine action et qu'on est bloqué parce que ça colle pas avec la situation présente, et on se dit mais il faut que ça rentre, il faut que le rond rentre dans le carré. Et on fait tout pour le faire rentrer dedans, c'est ça, c'est ce que fait un bébé quand il apprend à mettre des ronds dans des carrés. Il se dit eh ben non, je crois que ça va pas passer finalement. Et la bonne solution, c'est d'arrêter de penser comme on le fait et de s'adapter aux situations et peut-être même de commencer à devenir intelligent et de trouver des nouvelles solutions. C'est ça l'idée, hein. Donc en fait, comment on fait avec du libéralisme, avec de la financiarisation, comment est-ce que on finance des entreprises et comment d'un autre côté on fait vivre les gens correctement. Ça,
C'est une grande question et l'Occident, lui, il se pose plus la question de savoir comment faire vivre les gens correctement. Pour eux, les gens sont un carburant pour le système financier qui, en lui-même, est devenu le symbole de la réussite. Même si rien ne réussit, rien ne marche, mais c'est pas grave. C'est plus il y a d'argent qui tourne, plus ils sont contents. Et, non, parce que symboliquement, c'est censé représenter une société en pleine forme, mais ils s'intéressent pas vraiment euh, à la réalité des choses. Ils sont hors sol. Et alors Tom Longo fait remarquer à propos des événements désordonnés et confus d'aujourd'hui que ce qu'il craint le plus, c'est, pour prendre la phrase dans l'autre sens, la complaisance avec laquelle tant de gens analysent l'intersection de la géopolitique, des marchés et de l'idéologie. Alors que pourtant ça marche pas du tout. C'est marrant parce qu'il fait remarquer, Tom Longo fait remarquer, on a été voir l'article et en fait, alors c'est celui-là, tac, la grande question que tout le monde devrait se poser, qui devait ressembler à ça. Et en fait, c'était pour dire que en fait, Tom Longo, c'est Tyler Durden. Ah, c'est lui. Parce que ça fait longtemps que Tyler Durden fait des sévices sur les forums. En plus de Tom Longo en étant différent, Tom Longo est très sérieux, Tyler Durden est plutôt moqueur. Et en fait, Tyler Durden, c'est le nom de la deuxième personnalité dans Fight Club. Et c'est marrant de savoir que c'était lui. Et donc en particulier dans cet article, en anglais, il n'a pas encore été traduit, on ne l'a pas trouvé. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour survivre dans les circonstances présentes? La morale de tout le monde a ses limites. Et en fait, la question que nous devons nous poser, c'est que font-ils? Et c'est effectivement une très bonne question. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Et évidemment, la réponse, c'est ils font ce qu'ils ont à faire. Et voilà, qui permet d'avoir une explication radicale et simple à la situation, aussi stupide que ce soit. Le jeu politique, de toute manière, c'est comme dans la théorie des jeux, c'est en fonction des règles qu'on gagne. Et les règles étant ce qu'elles sont, si on veut gagner, il faut faire ce qu'il faut pour gagner, quoi qu'il faille faire, un peu indépendamment de tout sens moral ou quoi que ce soit. Et ça, c'est vraiment très central dans le libéralisme. Et c'est aussi pour ça qu'il est complètement arrivé à ses limites. Et donc Crook ajoute ce que la réplique de Longo n'explique pas entièrement, c'est la stridence, l'indignation avec laquelle toute mise en doute de la punditocratie accréditée du moment est accueillie. Il est clair qu'il existe une peur plus profonde qui rôde dans les profondeurs de la psyché occidentale et qui n'est pas pleinement explicitée. Alors, j'ai pas expliqué vraiment ce que c'était que la punditocratie, je comprends pas vraiment, je me lance pas dedans, peut-être qu'il faut lire mieux l'article en anglais, mais l'idée ici c'est qu'on a une logique habituelle et classique, dogmatisation des procédures qui permettent au système de vivre tel qu'il vit, et ces fonctionnements s'enracinent dans la psyché, au point que le jour où on les remet en cause, il y a comme un vent silencieux entre les oreilles, ou en tout cas au moment où est prononcé par des autorités autorisées, ou sont prononcées par des autorités des choses qui sont véritablement inacceptables, il y a comme en réponse une espèce de grand silence et une peur profonde qui se dit mais à la fois ils ont raison, à la fois ils ont tort, à la fois je dois m'aligner avec ce qu'ils disent, à la fois ça va être difficile de le soutenir et de le défendre. C'est indéfendable en fait ce qui se passe. Et voilà la situation compliquée dans laquelle se trouve la psychologie occidentale aujourd'hui. Et donc on a Wolfgang Munchow, anciennement journaliste de mainstream, décrit comment un tel Zeitgeist canonisé, et donc ça c'est toujours très intéressant chez Crook d'avoir une synthétisation aussi précise et parlante de concepts très larges. C'est pour ça que cet article, en peu de mots, dit beaucoup de choses. Ce Zeitgeist a implicitement
emprisonner l'Europe dans une cage de dynamique adverse qui menace son économie, son autonomie et son mondialisme dont il rêve, et son être. Parce qu'on parlait d'ontologie avant, et c'est son... là c'est la question, hein. Enfin, on est en plein dedans, mais l'être, c'est pas juste l'être, c'est l'existence. C'est ce... Au final, du verbe à la réalité, il y a l'action, et à partir du moment où on doit aligner nos actions sur ce qu'on dit, ou sur ce qui est dit, si l'être dans l'idée n'est pas viable, l'être au final dans la réalité, eh ben il va en pâtir, hein. C'est ça, la politique, c'est que les mots qui sont mauvais causent des morts. Et là, on est en plein dedans, on est en plein énorme problème éthique entre les dires, les besoins et les chemins qui sont pris par l'économie, le système économique, et l'inévitable quantité de cadavres qui va en découler. Donc Mencho raconte que la pandémie et l'Ukraine lui ont appris que c'est une chose de proclamer un mondialisme interconnecté comme un cliché, mais que c'en est une autre d'observer ce qui se passe réellement sur le terrain lorsque ces connexions se déchirent. Alors oui, le mondialisme est fortement interconnecté, et comme dans tout système, tout est interdépendant, et c'est ce qui fait que c'est un bon système normalement. Mais sur le moment, la grande question avec la pandémie, notamment comme il en parle, c'était en cas de rupture d'approvisionnement, qu'est-ce qui se passe? Et donc la guerre de l'Ukraine est encore une autre cause, en tout cas potentielle ou théorique, de rupture d'approvisionnement encore plus grande. Et donc de rupture de dépendance, et donc de dislocation du système en général. Et donc la fameuse bêtise qu'ils ont faite, en tout cas bêtise ou non bêtise, mais action étrange qui a été commise, c'était les sanctions, les fameuses sanctions en fait. Et bon, là il explique dans ce paragraphe rapidement que alors, c'est marrant parce qu'il dit ces sanctions étaient fondées sur une prémisse formellement correcte, en tout cas d'après lui tel qu'il le croyait au départ, selon laquelle la Russie était plus dépendante de nous que nous de eux. Et que donc les sanctions allaient avoir un rôle positif dans la stratégie. Mais il en découle quoi? Ben, une hausse des prix. Donc, entre parenthèses, ça c'est une réflexion que je me suis faite aussi entre temps. Qui dit hausse des prix dit remboursement des dettes beaucoup plus rapide aussi. C'est assez marrant quand même. Mais surtout, comme on l'a vu, la Russie prend très à cœur d'obtenir son indépendance technologique vis-à-vis des Occidentaux en général. Ce qui n'est pas une très grande perte parce que franchement, ils sont laborieux quand même. Et puis, comme on est encore qu'au début de l'informatique, de l'ère de l'informatique, tout est à faire, donc c'est vraiment très profitable de vouloir réindustrialiser l'ensemble de la production, puisque de toute façon, eux, ce sont les fournisseurs de matières premières et secondaires. Et ensuite, ces matières sont transformées. Et ben, ils vont se faire aussi les transformateurs de ces matières et devenir des producteurs de produits finis. Alors, il pose la question, avons-nous bien réfléchi à tout ça? Alors là, bon, ça c'est litigieux, il pose la question, est-ce que le ministère des Affaires étrangères aurait bien réfléchi au fait de ce qui se passerait si la Russie bloquait la mer Noire et ne permettait pas aux blés ukrainiens de quitter les ports? C'était une éventualité, une possibilité. Je ne sais pas s'ils y ont pensé, mais en tout cas, nous on a vu précédemment que c'était pas du tout dans l'intention et dans la stratégie russe. Et même pas du tout leur intérêt. Et encore, il y a très longtemps avant, on avait aussi vu que c'était pas du tout leur intérêt d'avoir à leur porte, à leur frontière, ce qu'on appelait un cadavre économique. Donc ça s'appelle l'Europe, le cadavre économique c'est nous. Et ils n'ont pas trop intérêt à avoir une marée de misère juste à côté de chez eux non plus. Mais bon, surtout ce qui se passe, c'est que dans l'esprit des stratèges, l'idée c'était qu'ils pouvaient très bien se débrouiller sans la Russie, cancel the Russie, faire sortir la Russie du système mondial, vivre le monde mais sans eux, les éliminer brutalement, clairement, explicitement. C'était le but, avancé en tout cas, énoncé clairement. Évidemment, personne n'a trouvé ça intelligent. Et là, il continue tel que j'avais prévu.
que c'était prévisible. Le verrouillage nous a beaucoup appris, le verrouillage du confinement en fait, nous a beaucoup appris sur la vulnérabilité des hauts chocs de chaînes d'approvisionnement. Euh, En gros, chaînes de transport, enfin, donc les chaînes d'approvisionnement en fait, bah, ne passent que par bateau ou par terre. Et donc la terre, c'est par la Russie, les chemins de fer. Et déjà, si on coupe celui-là, il reste plus que le second. Mais notamment, on a vu que le second, en Chine, tous les conteneurs euh, marins étaient bloqués au port de Shanghai, etc. Et donc, il n'y avait plus ni l'un ni l'autre. Et ce qui se passe, bah, ce qu'on a vu, c'est pareil avec l'énergie aussi. Hein, ils s'attendent à énergie verte, etc. Et dans l'esprit des décideurs, les solutions sont faciles à régler. On peut trouver autre chose, on peut s'arranger, etc. D'autres analystes que j'ai vus en vidéo étaient très pertinents sur ce point quand ils expliquaient qu'il s'agissait de changer les sources d'approvisionnement, rien que les sources d'approvisionnement en gaz. Il fallait construire des navires, construire des ports, construire des systèmes pour déliquéfier le gaz, pour le remettre en gaz, pour le remettre en circulation. Et toutes ces constructions, ce sont des investissements qui sont phénoménaux. Et c'est pas en claquant des doigts qu'on décide de changer de source d'approvisionnement. Et même pour le pétrole, il arrive avec différents niveaux de raffinement. Et chaque raffinerie est formatée avec ces milliers de tubes qui partent dans tous les sens là. Chaque raffinerie est formatée pour un type de pétrole et pour produire un type de produit. Donc c'est pas en disant tiens je vais te mettre un autre pétrole dedans et tu vas me faire autre chose avec. C'est pas en disant que ça marche. Hein. C'est pas le verbe qui fait la réalité aussi facilement que ça. Entre les deux il y a du travail et surtout de l'investissement. Et on a bien vu que les décisions occidentales étaient absolument irrationnelles. Là il continue donc je suis pas sûr que l'Occident soit prêt à affronter les conséquences de ses actions. Inflation, réduction de la production. Baisse de la croissance, hausse du chômage, de la pauvreté, de la misère, émeute de la faim. C'est moi qui rajoute. Et je te parle pas du reste. Ça, c'est pour dire criminalité, etc. Et donc, pour lui, dit-il, pour moi, les sanctions économiques ressemblent au dernier hurrah d'un concept dysfonctionnel appelé l'Occident. La guerre en Ukraine est un catalyseur de la démondialisation massive. Et donc, la réponse de Muncho, c'est quelque chose qui est assez évident pour nous tous. En tout cas, on avait même créé un tag chiisme pour ça. C'est que si nous ne concluons pas un accord avec Poutine, avec la levée des sanctions, etc., il y a un danger que le monde devienne se divise en deux blocs séparés et très distincts, l'Est et l'Ouest. Enfin, surtout l'Ouest et le reste. C'est quand même mieux de le dire comme ça. Sachant que eux, ils vont très bien se débrouiller sans avoir à manger des Big Mac. Et donc la question qu'ils posent c'est mais qu'est-ce qui leur arrive? Et surtout qu'on connaissait même pas l'Ukraine il y a quelque temps, il y a un an, on connaissait même personne n'avait entendu parler de l'Ukraine. Et donc la réponse c'est la peur la plus profonde est que tous les repères de la vie libérale, pour des raisons qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes, sont sur le point d'être balayés à jamais. Et c'est Poutine qui le fait. Comment allons-nous naviguer dans la vie sans ces repères? Que deviendrons-nous? Nous pensions que le mode de vie libéral était inéluctable et il existe un autre système de valeurs. Il existerait un autre système de valeurs. Euh... Comment il dit? There is no alternative. C'est impossible. Alors évidemment, nous on a écrit des bouquins là-dessus, hein. On a vu, expérimenté d'autres systèmes et on sait que il y a tellement mieux à faire. Et encore même beaucoup mieux que ce que les Russes font et les Chinois. Hein. C'est vraiment tellement beaucoup mieux à faire au niveau qualitatif que je conseillerais aux gens de s'y mettre tout de suite et à travailler dessus parce que et faites des maths hein, aussi surtout. Et donc bah, lui il explique que historiquement une telle situation se termine en général par des compromis qui sont vaguement insatisfaisants même, ou en tout cas suffisants pour essayer de se donner une parure de victoire. Enfin bon, voilà quoi. Mais ça ira nulle part. Mais, dit-il en paraphrasant Muncho,
c'est pas tout de parader. Là, c'est moi qui reparaphrase par-dessus. Ce qu'il faut, c'est observer ce qui se passe réellement sur le terrain, notamment lorsque le sang coule. Voilà. Mais non, mais même, je vais plus loin que ça. C'est même pas regarder ce qui se passe réellement sur le terrain. Dans mon système, c'est de mesurer réellement quels sont les besoins et les moyens d'agir. Et de faire de baser un système sur je vais pas m'étendre là-dessus maintenant, mais c'est vrai que j'en meurs d'envie parce que c'est la question qui va se poser au fur et à mesure de cet article, c'est ça qui va se poser comme question, celle du système. Et donc ce que j'avais établi en deux mots, c'est que plutôt que d'avoir une enfin le système de la valeur doit s'appliquer à des choses réelles. Et donc quelle est la valeur des choses, mais pas en disant ça vaut tant, parce que ça c'est la valeur de l'argent. Quelle est la valeur d'un taille-crayon? À quoi sert-il? Et donc sa valeur, elle s'estime par son usage. Et donc c'est pour ça qu'on parle de valeur d'usage. En résumé, hein, mais tout le monde n'est pas d'accord exactement sur la même définition pour ce terme, mais le terme de valeur d'usage est celui qui a de l'avenir. Mais on n'en est pas encore là, on en est vraiment loin encore. Mais les choses peuvent tourner très vite, hein, c'est ça qui se passe souvent. Notamment avec le nouveau système économique qui va être mis en place. Là, j'ouvre une parenthèse encore. Sur le système fondé sur les biens, en tout cas de première nécessité, et donc la valeur de l'économie sera indexée sur la valeur des biens réels. Et ça, c'est déjà un premier pas vers le fait de certifier la valeur des choses sur des marchandises élémentaires essentielles. Et donc ils ont tout intérêt, hein, les Chinois et les Russes, et l'Inde et le reste du monde, à continuer dans cette voie qui leur a été conseillée vivement par les Occidentaux lorsqu'ils se sont fait mettre dehors. Mais c'est pas vraiment... Enfin, les Occidentaux, eux, ils ne voient pas vraiment ça comme ça encore. Ils parlent... Les initiatives diplomatiques occidentales partent du principe que la Russie a besoin d'une porte de sortie. Euh, Plus que l'Europe en a besoin parce que ils ont l'impression que les Russes ont besoin de pouvoir revenir vers l'Occident en étant honorablement félicités pour avoir abdiqué. Mais c'est pas comme ça que ça va se passer. Donc la question qui s'est posée, c'est est-ce qu'ils ont bien réfléchi à tout ça, vraiment? C'est une grande question. Peut-être que oui et peut-être que non. En tout cas, il apparaît que certainement non, hein. Enfin, en tout cas, ça nous arrange de croire qu'ils sont extrêmement stupides, mais si vraiment ils ont pensé à tout ça à l'avance, ils sont très forts, et le but étant de ruiner objectivement l'Europe, euh, bon, ça c'est toute une hypothèse H2 que je développe pas ici, mais bon, nous on reste ici dans l'hypothèse H1, ils sont stupides, ils sont fous, ils sont aliénés justement, et ils comprennent pas du tout pourquoi la Russie refuse de s'excuser, alors que de son côté, elle est en train de construire quelque chose de bien meilleur. Donc là, bon, après, j'aime bien quand il dit voilà où nous voulons venir, c'était vraiment dans un auteur, quand ça écrit un article, il a une idée fulgurante, il se fait c'est ça, et donc tout le début, c'est l'introduction qui permet d'amener à ça, et ensuite, ce qui se passe, c'est que dans la foulée, et là, ça va devenir vraiment génial, il va donner des déclinaisons de cette situation où le centre de cet article, le centre de gravité de cet article, c'est la fixation sur l'Ukraine n'est essentiellement qu'un vernis collé sur des réalités d'un ordre mondial en décomposition. Et justement, après, là, ça commence à chauffer. Évidemment, les fumées nocives émanant du système financier mondial n'ont aucun lien avec l'Ukraine. Elles sont d'autant plus importantes qu'elles sont au cœur du désordre qui règne dans l'ordre libéral occidental. Et peut-être même d'ailleurs que cette peur inexprimée, euh, primordiale, j'aurais dit primitive, euh, qui, qui est une terreur profonde, peut-être que c'est ça qui explique la stridence et la rancœur que suscite tout écart par rapport au message de sanctions sur l'Ukraine. C'est possible, hein, c'est possible que c'est pour ça que la théorie H1 est quand même assez valable parce qu'on sent vraiment que euh, c'est fondé sur la peur et la peur, comme dirait l'autre, engendre la haine.
Le truc, bah, c'est que, alors il explique ici, le système politique anglo-américain économique, comme l'a noté James Fallows, repose, comme tout système, sur certains principes et sur des croyances. Et évidemment, quand on touche aux croyances, on touche à tout ce qui en découle et donc on remet en cause le fonctionnement même du cerveau. Et c'est donc de la douleur qu'on ressent et on se sent attaqué. Et donc on est en mode défense. Alors qu'en face, la personne n'a rien fait du tout. Et après, dans sa façon de le formuler, c'est un peu simplifié, mais plutôt que d'agir comme si ces principes étaient peut-être certes les meilleurs, ou en tout cas ceux qui préfèrent, les Britanniques et les Américains agissent comme si les principes qui les motivent étaient les seuls possibles. Et que, à moins d'être... enfin, en tout cas, personne, sauf à moins qu'il soit complètement dans l'erreur, ne pourrait choisir d'autres motifs d'agir. Donc c'est pour ça qu'ils ont l'impression que les autres sont complètement stupides, alors que ce qu'ils font est complètement stupide. C'est extraordinaire. Et tellement ordinaire. Et là, l'économie politique devient une question essentiellement religieuse, sujette à l'inconvénient standard de toute religion, l'incapacité à comprendre pourquoi des personnes étrangères, à cette foi, pourraient agir comme elles le font. Et ça, c'est vraiment au centre, vraiment de l'occidentalisme et en fait du fait d'être primitif dans sa façon de penser en termes généraux. Ça revient à des questions philosophiques vastes quand même sur le rapport à la nature. Quand on veut agir sur la nature, c'est pas dit encore qu'on est passé par l'étape où on a observé la nature et admiré la nature et contempler sa beauté, sa perfection, son fonctionnement et on ne s'est pas émerveillé en disant ah dis donc qu'est-ce que c'est bien foutu quand même. Non non, avant même d'en arriver à ce stade, on en est à dire ah il faudrait que la nature soit plutôt comme ça. Et les gens ils modifient entre autres l'ADN des humains en les injectant leur injectant des trucs complètement cinglés et en étant persuadés de bien faire. C'est vraiment typique d'une société primitive de faire comme ça. Et il continue, pour être plus précis, la vision anglo-américaine du monde d'aujourd'hui repose sur les épaules de... Alors voilà, il va parler des prémices de trois hommes. Le premier est Isaac Newton, père de la science moderne, et en fait, allez, je me lance là-dedans ou pas? J'ai envie quand même. Ah, ça nous prendrait vraiment 1 heure de conférence pour faire tout ça, mais en gros, il a trouvé la gravité, il a établi un champ d'espace et il a été complètement réfuté par Einstein qui a dit mais mon gars, mais t'es trop simple dans ta tête. C'était mieux que ça, beaucoup mieux. La réalité de l'espace, la réalité du fonctionnement ce qu'on peut mesurer. Bref, ce qui découle de Isaac Newton, c'est ce qui est facilement mesurable et qui est facilement compréhensible pour le cerveau, sachant que quand on est un peu plus poussé dans sa réflexion, on passe en mode einsteinien et on a une compréhension beaucoup plus détaillée et fine de choses qui, quand on les calcule, retombent sur des réalités observables. Mais voilà, j'essaie de résumer vraiment, vraiment brutalement le truc. Mais Isaac Newton, il est périmé. Et ce père de la science moderne est toujours... en fait, la science newtonienne est très valable pour des choses à petite échelle, observables. Une boule qui tombe sur un tube, etc. Tu fais des calculs comme ça, voilà. À la limite, quand il s'agit de calculer, je te le dis, quand il s'agit de calculer la trajectoire d'une balle de revolver, là, ou d'un obus de canon, là déjà, c'est presque la limite possible, faisable par les systèmes de Newton. Là, on arrive vraiment au maximum de ce qui est difficile, et c'est presque plus valable. Après, si on cherche à savoir des trucs au niveau astronomique, c'est bon, t'oublies totalement. Et la science moderne, en fait, se caractérise, pour le dire simplement et rapidement, par la logique classique, qui est donc pas plus que rationaliste, elle est binaire, est vrai, est faux, donc voilà, c'est même pas est démontrable, ou est vérifiable, ou est prouvable, parce que prouvable, ça appartient à la logique intuitionniste, et donc c'est une extension de la logique classique, qui elle-même est encore très insuffisante, qui est bien qu'utilisée en intelligence artificielle, elle est encore très insuffisante, mais voilà, c'est des mathématiques primitives. Et donc notre science moderne est basée sur des maths primitifs.
Et on a une chose, enfin la logique classique c'est si une chose n'est pas vraie, alors elle est fausse. Et c'est très important parce que on l'a vu juste avant. Il dit s'il ne pense pas comme nous, alors il a tort. Et c'est tout. C'est pour ça que c'est important de détailler ce point parce que c'est vraiment la vision anglo-américaine du monde aujourd'hui. C'est déjà euh, la logique binaire, pour le dire simplement. L'autre est Jean-Jacques Rousseau, la théorie politique libérale. Alors si nous voulons que cela reste purement anglo-américain, John Locke peut servir à sa place, mais en gros l'idée... Alors l'idée de Jean-Jacques Rousseau, euh, je crois que quelqu'un en a parlé dans un commentaire de l'article sur le site Source. C'était le rapport à l'individu. Et donc la question est celle de la primauté de l'individu sur le groupe ou celle de la primauté du groupe sur l'individu. Et en réalité, ben évidemment, encore une fois, si on met les deux en opposition, on n'arrive à aucune solution viable. Euh, la réalité, c'est un cheminement euh, qui part. Alors, attends, comment définir ça? Alors, il va l'expliquer ça un peu plus en détail, très précisément dans la suite de l'article. Mais l'idée, c'est que la qualité des individus fait les qualités du groupe. Et voilà l'idée globale. Euh, Et donc le troisième pilier de ce monde occidental est Adam Smith, père de l'économie du laisser-faire. Donc, alors là, c'est encore des commentaires à faire, mais c'est pour dire que on attribue au système économique des propriétés qui sont celles des humains. On lui donne la liberté de circuler, et surtout, on s'attend à ce que, et ça aussi, il va le développer après, euh, à ce que ça marche tout seul. Donc là, on a vraiment on s'approche de l'idée qui va être centrale dans cet article, c'est la main invisible du marché. Et c'est ça, le centre de cet article, ça va être ça. Donc en théorie, si tout se passe, si étant donné que au départ le système est très bien comme il est, c'est le système du commerce, principe du commerce utilisé avec l'argent comme médium, pour média de transport des valeurs. Eh ben, si on a ce principe, il suffit de laisser faire les choses pour que tout se passe bien. Et ainsi, on obtient un équilibre automatiquement parce que c'est la nature qui agit. Et on a besoin de s'occuper de rien, on n'a pas besoin de réfléchir. Il faut juste respecter les règles. Voilà dans quoi on vit. Et donc là, il le dit textuellement dans ses titans fondateurs. De ces titans fondateurs découlent les principes selon lesquels la société avancée, moderne, dans la vision anglo-américaine, est censée fonctionner. Elle est censée reconnaître que l'avenir le plus prospère pour le plus grand nombre de personnes provient du libre fonctionnement du marché. Et c'est tout, fin de l'histoire. Et donc, fin de l'histoire au sens propre, hein. Après tout le monde meurt. Et il y a aussi donc eu d'autres philosophes dans d'autres parties du monde qui ont engendré des systèmes de pensée qui n'ont pas pris racine en Angleterre ou en Amérique. On explique qu'à la place de Rousseau et de Locke, les Allemands ont proposé Hegel. À la place d'Adam Smith, ils ont proposé Friedrich List. Et là, vraiment, on bascule dans la philosophie de l'économie. Alors, c'est intéressant, parce qu'on connaît la philosophie du droit, et ça, c'est une discipline qui est super passionnante. Et la philosophie de l'économie, bah tiens, voilà, invention du jour. L'approche anglo-américaine est fondée sur l'hypothèse de l'imprévisibilité et de l'impossibilité de planifier l'économie. Hypothèse de base. Et ça, cette hypothèse est correcte. Dans un sens, c'est bien. Les systèmes humains étant indéterministes, donc de toute façon, il va falloir s'y faire. Mais les technologies changent, les goûts changent, les circonstances politiques humaines changent. Et parce que la vie est si fluide, ça signifie que toute tentative de planification centrale est pratiquement vouée à l'échec. La meilleure façon de planifier est donc de laisser l'adaptation aux personnes qui font ce qu'ils veulent de leur propre argent, voilà la liberté économique. Si chaque individu fait ce qu'il fait le mieux et ce qu'il y a de mieux pour lui, le résultat sera, par sérendipité, ce qui est le mieux pour la nation dans son ensemble. Donc par sérendipité, ça veut dire, moi j'appelle ça par émergence, mais en réalité la sérendipité c'est que la somme des enfin
En réalité, c'est que le tout fonctionnel a une valeur supérieure à la somme des parties. C'est plutôt ça. Et donc la sérendipité, ça veut dire que en faisant 2, 3, 4 choses simples en même temps, il en résulte une sixième, septième chose qu'on n'avait pas faite, qu'on n'avait pas prévue, qu'on n'a pas vu venir, mais qui produit un- un- qui a une valeur extrêmement positive et extrêmement bienfaisante dans notre action. Et donc on a une sorte de récompense, de cadeau dans l'action. Et c'est sur ce cadeau que repose la foi dans le libéralisme. Alors bien que List n'ait pas utilisé explicitement ce terme, qui est assez récent quand même, et il découle aussi de la systémique qu'on a hérité, enfin qu'on peut voir à l'œuvre dans l'informatique, donc c'est pour ça que c'est assez moderne. Donc bien qu'il n'ait pas utilisé explicitement ce terme, l'école allemande était sceptique quant à la sérendipité, et plutôt préoccupée par les défaillances du marché, etc. La question en fait c'est plutôt de savoir à quel moment les forces normales du marché peuvent produire un résultat indésirable. Et ça marche aussi dans le sens, la sérendipité évidemment. On peut avoir quatre choses qui fonctionnent très bien ensemble et qui produisent une énorme catastrophe parce qu'on les a combinées justement. C'est la chimie. C'est aussi donc à un moment de s'inquiéter sur ces fonctionnements systémiques, mais là, peut-être que je vais trop loin, mais en tout cas, c'est pour ça que les Allemands s'étaient plutôt intéressés au terme de défaillance du marché. Donc en fait, liste. Alors, dans cette phrase, il y a énormément de choses irrésolues. Soutenait que ça se passe là, les sociétés ne passaient pas automatiquement de l'agriculture à l'artisanat et de l'artisanat aux grandes industries simplement parce que des millions de petits marchands prenaient des décisions pour eux-mêmes. Si chaque personne, il y a déjà beaucoup à dire là-dessus, si chaque personne place son argent là où le rendement est le plus élevé, l'argent ne va pas automatiquement là où il fait le plus de bien à la nation. Et ça c'est vrai. La première partie, est potentiellement vraie ou fausse. C'est pas la question, c'est une question de structure. En réalité, euh, ce sont des étages de complexification. Donc, dans l'esprit occidental, souvent, on considère que c'est une amélioration et que c'est une plus-value de passer d'une étape plus primitive à une étape plus avancée. Donc, notamment de l'agriculture à l'artisanat, c'est mieux l'artisanat, donc ça va être mieux payé. Et de l'artisanat aux grandes industries, c'est mieux la grande industrie, donc ça va être mieux payé. Et en réalité, chacune de ces strates se fondent l'une sur l'autre. Il n'y a pas de grandes industries sans un fondement d'artisanat, au moins pour inventer les choses, et moins pour dessiner des idées, etc. Et il n'y a pas d'artisanat sans agriculture, évidemment, pour donner à manger à tout le monde. Et en réalité, c'est juste pour dire un truc intéressant comme ça, sur le fait que dans l'accroissement en complexité des systèmes, on continue toujours à avoir besoin des anciennes structures et des stades évolutifs antérieurs dans un système qui est nouveau. Donc ça c'est important parce que quand on passe par exemple à la monnaie électronique, on veut supprimer la monnaie fiduciaire. Ça c'est faux, c'est très mauvais. Ça prouve qu'ils n'ont pas compris le principe de l'évolution. Si on passe à un nouveau système, on a quand même encore besoin de l'ancien système. On ne va pas confisquer l'ancien, sinon on confisque les fondements et les bases du nouveau et on le conduit à la ruine. Et ça c'est extrêmement important, c'est systémique, c'est de l'ordre systémique. Et cette compréhension, cette connaissance de la systémique, c'est vraiment, ça manque énormément à beaucoup de monde, encore aujourd'hui. Et c'est ça qui explique le matérialisme, etc., la dérive dans la philosophie occidentale. Ils ont une tendance à vouloir effacer l'ancien et le remplacer par du nouveau. Et ça prouve, rien que ça prouve à quel point ils sont primitifs. Par exemple, dans un logiciel, je vais pas d'abord faire un système qui fonctionne vaguement et ensuite un autre système qui est beaucoup plus performant, mais le deuxième ne va pas effacer le premier. Le premier va servir de renfort au cas où on en a besoin et si le deuxième se plante. Et en fait, dans un système, on a les choses complexes et puissantes en centre
Et plus on part à la périphérie du système, et plus on a des systèmes simplifiés. Et plus on veut faire grandir le système, et bien plus on complexifie les systèmes qui sont à la périphérie. Et donc on rajoute des systèmes simplifiés encore autour. Et voilà comment ça se construit. Donc il ne faut pas bannir ou haïr les systèmes simplifiés. Il faut les placer au bon endroit, etc. Mais bon, pour ce qui nous intéresse le plus là-dedans, c'est si chaque personne place son argent là où le rendement est le plus élevé, croyance, 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 l'argent ne va pas automatiquement là où il fait le plus de bien. Fait, fait, fait. Une telle affirmation, c'est la réfutation de la main invisible du marché quand même. Et sinon, pour que ça fasse le plus de bien possible, il faudrait un plan, une impulsion, l'exercice d'un pouvoir central. Et Liszt s'est largement inspiré de l'histoire de son époque où le gouvernement britannique encourageait délibérément la fabrication britannique et où le jeune gouvernement américain décourageait délibérément les concurrents étrangers. Donc déjà, ils avaient un peu l'idée qu'il fallait s'approprier les moyens de production, etc. Au moins pour avoir un contrôle et au moins pour avoir une idée de là où on va. Et donc là, il compare les deux écoles, britannique et allemande. L'approche anglo-américaine part du principe que la mesure ultime d'une société est son niveau de consommation. Et à long terme, Lys pense que le bien-être d'une société et sa richesse globale sont déterminés non pas parce que la société peut acheter, mais parce qu'elle peut fabriquer, c'est-à-dire la valeur provenant de son économie réelle et autosuffisante. Là-dessus, l'école allemande a fait valoir que l'accent mis sur la consommation finirait par aller à l'encontre du but recherché et détournerait le système de la création de richesses et rendrait finalement impossible de consommer autant ou d'employer autant de personnes. Là-dessus, Liszt était prémonitoire, je le lis texto ce qu'il a écrit. Hein. Et il avait raison. Et c'est ça qu'on observe dans le modèle anglo-saxon. C'est une faille dans le système qui s'est aggravée par la financiarisation massive et qui a conduit à une structure dominée par une supersphère éphémère et dérivée qui a vidé l'Occident de son économie réelle, de sa substance, j'aurais dit. Économie réelle, créatrice de richesse, en envoyant ses restes, les restes de ses chaînes de production, etc., et ses chaînes d'approvisionnement à l'étranger, enfin, en démantelant en fait sa production. Et l'autosuffisance s'est érodée, et la base de la création de richesse, qui s'est rétrécie, fait vivre une proportion de plus en plus faible de la population, dont dans les emplois qui sont correctement rémunérés, qui restent à Paris, dans les grandes villes, etc. Donc effectivement, comme l'avait dit Liszt, l'accent sur la consommation a détourné le système de création de richesse au point de se contredire lui-même en rendant finalement impossible de consommer autant ou d'employer autant de personnes. C'est intéressant ce principe de contradiction parce que c'est de l'ordre systémique aussi et donc de nos jours c'est prévisible et visible à l'avance, mais à l'époque lointaine, le siècle dernier, c'était encore un trop gros effort intellectuel, à moins d'être un grand philosophe. Et là, notre Alistair Crooks se répète un peu, mais il rentre plus dans le détail de ce qu'il a avancé tout à l'heure. C'est là où ça va en venir, cette histoire. La crise financière pourrait bien bouleverser complètement ces deux visions des choses qui sont opposées et dont la première conduit à une impasse et la deuxième est amplement insuffisante, en tout cas. Les paradigmes de base de ça sont à revoir. Alors il explique que l'ordre libéral, en termes généraux, repose sur trois piliers, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, les trois piliers imbriqués et co-constituants. Je vais revenir là-dessus parce que j'en ai d'autres dans le même genre. Premièrement, les lois de Newton ont été projetées pour donner au modèle économique anglo-saxon la prétention douteuse d'être fondé sur des lois empiriques, dures, comme s'il s'agissait de physique. Là-dessus, il y a vraiment tellement à dire que c'est extrêmement synthétique, il faut vraiment suivre. Mais alors, vite fait, il y a 100 ans, le fait de relier
des lois de l'ordre de la sociologie, par exemple, avec la biologie, notamment l'observation des fourmis, etc., permettait de prouver des hypothèses qui étaient d'ordre de la conception sociale, en fait, structuration sociale, ainsi de suite. Et donc, on avait l'impression d'avoir prouvé, par exemple, l'intérêt d'avoir un chef ou des choses comme ça. Parce que c'était visible dans la nature. Évidemment, c'est extrêmement inconsistant, en fait, puisqu'on donne des caractères aux objets qui relèvent intégralement de la fabrication psychologique qui, elle, n'est pas du tout remise en cause ou évaluée. On donne des noms aux choses, enfin, on définit des choses et on dit ah tiens ça ressemble donc c'est vrai. Voilà, quoi. En gros l'idée c'est ça, hein. J'essaie d'aller vite. Mais surtout, il a bien parlé de déterminisme comme je l'avais fait avant et c'est très important. Non, en fait il a dit des lois empiriques pour dire que on a construit une réflexion qui est basée sur des vérités et construit des nouvelles vérités et ainsi de suite en étant relativement sûr de ce qu'on faisait en fait. Et de son côté, deuxième pilier, il y avait Rousseau, Locke et leurs disciples ont élevé l'individualisme au rang de principe politique et c'est Smith qui est venu le noyau. Alors je te le refais parce que c'est de Smith qui est venu le noyau, pardon, logique du système anglo-américain. Donc qu'est-ce qu'il a fait Smith? Si chaque individu fait ce qu'il est le mieux pour lui, le résultat sera ce qui est le mieux pour la nation dans son ensemble. Ça, on est à fond dans la main invisible du marché. Et donc, comme je l'avais expliqué, c'est la question de la primauté de l'individu sur le groupe ou de celle du groupe sur l'individu, qui sont deux fausses questions. Parce qu'en réalité, comme je le dis souvent, c'est beaucoup plus simple. Si on veut, c'est bien de vouloir le bien de l'individu, mais pas que ce soit au détriment du bien du groupe, et inversement, évidemment. Ce qu'il faut, c'est avoir une construction qui fait que l'individu fait ce qui lui semble être le mieux de son plein gré, en faisant usage de sa liberté, parce que c'est le plus important, on veut qu'il soit libre, c'est extrêmement fondateur et important. De cette façon, il s'intéresse au bien du groupe, et ensuite, du bien du groupe découle, en toute logique, mais sans aucune hésitation, du bien du groupe découle le bien de tous les individus, dont de lui, entre autres. Et ça, c'est la nouvelle façon de penser. Elle, c'est pas ce qui est décrit ici, parce que lui, ici, il exprime les limitations philosophiques des systèmes existants. Mais là, ce que je viens d'expliquer, c'est comment faire une construction pour rendre le tout logique et viable. Plutôt que de se retrouver dans une situation où on est avec des oppositions, et c'est soit l'un, soit l'autre. Et souvent, pour essayer de se dissimuler ça, on dit, on émet des hypothèses, on fait une croyance, une religion, en disant, si l'individu fait ce qu'il y a de mieux pour lui, automatiquement, donc voilà, le problème sera réglé pour tout le monde. Parce que on dit que les gens ne sont pas bêtes, ils vont pas acheter ce qui marche pas, etc. Bon, la loi du libre marché en fait, hein. Alors qu'en réalité, le fait de, comme disait l'autre, tout axer sur la consommation, on fabrique la demande. Et à partir de là, on a tellement faussé le jeu, dès qu'on veut fabriquer la demande, dès qu'on fait de la pub, en fait, ça pourrait être de l'information, mais c'est pas de l'information, c'est de la pub. Et dès qu'on fabrique la demande, on fausse complètement les besoins des gens et ce vers quoi comment se transforme le système, ce qu'il devient. Et au final, il devient une machine à répondre à des non-besoins afin de produire de la fortune, mais sans aucune autre finalité en fait. Donc je continue, l'élément le plus important de ces piliers est leur équivalence morale, ainsi que leur lien d'interdépendance. Si l'un des piliers est invalidé, l'ensemble de l'édifice connu sous le nom de valeurs européennes part à la dérive.
Ce n'est qu'en étant verrouillés ensemble qu'ils possèdent une cohérence. Alors, là-dessus, il y a beaucoup à dire. Déjà, premièrement, juste, je vais faire un petit mot parce que j'ai le droit quand même sur le fait que les trois piliers de base que j'avais utilisés dans mon bouquin, c'était les trois piliers de base du principe du commerce, enfin, du système actuel, le capitalisme en termes général. C'était premièrement le principe de la propriété. Donc, on a des objets définis qui appartiennent à des gens. Et ces principes de propriété étaient amplement insuffisants. Il y a d'autres auteurs qui ont parlé de propriété publique, donc déjà ça a permis d'avancer. On a des propriétés communes, etc. Mais tout ne peut pas être une propriété. Mais ensuite, on a la question de transfert de propriété, donc de liberté de contrat, ça c'est le deuxième pilier. On peut transférer une propriété à n'importe qui. Et le troisième pilier, évidemment, c'est celui de l'argent. On peut transférer une propriété en échange d'une équivalence en termes d'argent, qui est évaluée mentalement, on ne sait pas comment, dans leur tête, selon les lois de l'époque, du moment, des besoins, de l'arnaque. Si tu as un flingue, ça coûte plus cher, etc. Ou si tu fabriques une envie, ou si tu fabriques un besoin, ou si tu fabriques un besoin vital, ou si tu mets la personne en situation de ne pas avoir le choix, tu peux faire varier la valeur du bien, évidemment. Donc ces trois piliers, en fait, ces trois bases, ces trois prémices sont le fondement du système actuel. Et moi, j'étais parti à ce niveau-là, hein. Si on voulait tout refaire, c'était ça, là-dessus qu'il fallait réfléchir. Mais il en résulte quand même la même chose que ce qu'il dit pour son exemple. C'est que si un de ces piliers, alors en l'occurrence, c'était le fait que l'addition du comportement de chacun fabrique un résultat de groupe qui est valable pour tous, ça c'était une croyance. Si ce pilier qui a servi de construction à tout le système social tel qu'il existe aujourd'hui s'avère être faux, ce qui est le cas, puisque tout le monde tombe dans la misère, alors du coup, l'ensemble de l'édifice, c'est-à-dire toute la construction systémique, enfin systématique, on va dire plutôt, qui est fabriquée, je sais pas si systématique est le meilleur mot, mais toute la construction du logiciel, on va dire, voilà, qui s'est faite autour de ça, à partir de ça, tout ça n'a plus aucune valeur, aucune justification. Et donc, comme il dit, l'édifice s'écroule. Ce qui est après amusant, la crainte inexprimée parmi ces élites occidentales est que pendant cette période prolongée de suprématie anglo-saxonne, qui a duré un siècle, il y a toujours eu une école de pensée alternative à la leur. C'est leur crainte principale. List ne s'intéressait pas à la moralité de la consommation, il s'intéressait plutôt au bien-être stratégique et matériel. Et en termes stratégiques, les nations finissaient par être dépendantes ou souveraines en fonction de leur capacité à fabriquer des choses par elles-mêmes. Et là, c'est là qu'on va arriver à l'apothéose du truc. C'est le moment où Poutine dit à Scholz et à Macron aussi que les crises, on parlait de pénurie alimentaire, mais il y a plein de crises auxquelles ils sont confrontés et qui leur tombent sur la gueule, proviennent en premier lieu de leur propre structure politique, économique, erronée. Et Poutine aurait pu citer l'amorphisme de List, mais ça c'est ce qu'il va dire, mais j'insiste sur le terme de erroné. Les structures politiques, économiques erronées. C'est vraiment magnifique d'entendre ça. C'est de leur dire, bon, bah les gars, le problème, c'est, on l'a déjà vu ailleurs, d'autres leur ont dit textuellement, on a essayé de leur dire gentiment, de l'Inde, de la Chine, tout le monde a essayé de leur dire gentiment, arrêtez de reporter le problème sur les autres, le problème c'est vous. Et quand on dit le problème c'est vous, c'est toute votre structure de pensée, votre construction, la politique qui est faite pour s'accommoder de ça, l'économie qui est faite pour faire fonctionner les choses de cette manière, tout ça est mal fondé. Donc, en toute logique, excusez-moi du peu, mais si vous fondez mal vos hypothèses et vos constructions logiques, si vous fondez mal votre logique, le résultat qui peut en découler ne peut que être catastrophique. Ça ne peut pas marcher. Et donc, l'aphorisme... Ah, pardon.
J'aurais dit aphorisme, moi, mais c'est un amorphisme. Bon, ok, j'irai voir ce que ça veut dire. De Liszt. Euh, L'arbre qui porte le fruit a le plus de valeur que le fruit lui-même. La prospérité d'une nation n'est pas plus grande dans la proportion dans laquelle elle a amassé plus de richesses, c'est-à-dire les valeurs d'échange. Donc la valeur de la nation en fait, hein, on parle de sa valeur en fait, quand on parle de sa prospérité, n'est pas relatée par ses richesses, mais plutôt par euh, la proportion dans laquelle elle a développé ses pouvoirs de production, c'est-à-dire sa capacité réelle de produire des richesses. Donc c'est pour ça que ce qui vaut le plus, c'est pas les fruits. En plus, s'ils sont avec des pesticides et qu'il n'y a rien à bouffer dedans, ça n'a pas d'intérêt. Ce qui compte, c'est l'arbre, ou en tout cas même la terre. Ce qui compte, c'est la capacité de production. Et donc, ce qui compte, c'est... On arrive à la conclusion magistrale. Ce qui compte, c'est la souveraineté, l'autodétermination, parce qu'elle est complètement intriquée avec la capacité de production et d'autonomie économique. On parle de souveraineté économique, on parle de souveraineté informatique, etc. La capacité de produire des richesses est ce qui brise les dépendances. Et ces dépendances, pour éviter d'en subir les conséquences, c'est là que se construisent toutes les stratégies politiques en fait, et les, les systèmes de menaces, de chantage, etc. Et ça peut aller dans les deux sens en fait, hein, parce que quand on a une dépendance, on a peur des conséquences, et donc on peut faire encore un chantage pour éviter que cette dépendance soit négative. Donc c'est dans les deux sens. Si on a créé une dépendance à quelqu'un, celui dont il dépend, on peut le faire chanter, mais celui qui dépend de nous peut nous faire chanter aussi, pour éviter d'être trop pris par la peur en fait. En tout cas, Scholz et Macron n'ont probablement pas trop apprécié le message quand on leur parle de vous vous êtes planté totalement. Et ils voient bien que le pivot est arraché à l'hégémonie néolibérale occidentale et même globalement à toute sa construction psychologique. Et qu'en ce moment, c'est ça qui se passe. C'est que le centre de gravité de ce qui peut fonder une société valable, viable simplement, prolifique, etc. Centre de gravité glisse vers l'ouest, en tout cas vers l'est, c'est mieux, vers la Russie et vers la Chine et vers l'Inde, en tout cas vers des endroits où on a des constructions philosophiques plus rationnelles. Et on pourra y revenir en détail sur comment les expliquer, etc. Mais ici on voit comment on voit le glissement, le dérapage en fait. C'est l'histoire du grand dérapage de l'Occident. C'est ça qui se passe. Merci.